Bienvenue dans la Zone Fantastique, un podcast proposé par le Blog du Cinéma, où il est question, comme son titre le laisse supposer, de cinéma fantastique. Chères auditrices et chers auditeurs, pour cet épisode, j'ai choisi de vous parler d'un lieu propice au phénomène fantastique, à savoir le cimetière qui occupe une place centrale dans Della Morte della More, comédie noire réalisée par Michele Soavi et sortie en salle en 1994. Je m'appelle Francesco della Morte. C'est bizarre comme nom, hein, François de la Mort. Je suis le gardien du cimetière de Buffalora. Je suis un sentimental. Tu sais comment c'est. La vie continue. Les morts vivants et les vivants morts sont tous pareils. Mais tuer un mort est un service rendu à la communauté. Laissez-moi tranquille. Vous êtes supposé donner l'exemple. Vous allez immédiatement rentrer dans votre cercueil. Vous oseriez? Hein? Je suis le maire. Ex. Zone de transition et d'interférence entre la vie et la mort, le cimetière est le décor par excellence du cinéma fantastique. Dans Della Morte della More, cette enceinte funèbre est investie par la figure du mort-vivant sortant de sa tombe. Déjà iconisée par George Romero dans La Nuit des Morts-Vivants en 1968, puis usitée par Lucio Fulci, Bruno Mattei et autres artisans du cinéma d'exploitation italien. Quand Soavi décide d'adapter librement la bande dessinée Dylan Dog, née de l'imagination de Tiziano Sclavi, le cinéma de genre transalpin est plus que moribond, et doit généralement se contenter des linéaires de vidéoclub et faire le deuil des salles obscures où il multipliait ses coups d'éclat horrifiques dans les années 60 et 70. Dans ce contexte morose, Soavi crée la surprise en proposant un film aux ruptures de ton constantes, où l'humour noir se mêle au romantisme noir, où la figure du mort-vivant est détournée pour amener le public loin des sentiers battus du film de zombies habituel. Dans le schéma classique, le mort-vivant représente une menace, un moteur suffisant pour l'intrigue, et représente un phénomène fantastique spectaculaire conditionnant la survie des protagonistes. Dans Della Morte della More, le revenant apparaît menaçant à certains moments dans la première moitié du récit, mais en fin de compte, il s'avérera n'être qu'un symptôme d'un dérèglement surnaturel, d'un désordre métaphysique plus vaste, et justement, nous, spectateurs, essayons de comprendre au fil du récit et des questionnements existentiels de Francesco, la nature et l'ampleur de ce désordre. Toi et moi, on est pareils. Si nous tuons, c'est par indifférence. Parfois par amour. Mais jamais par haine. Dans la première moitié du récit, la réalisation instille l'idée d'une opposition marquée entre le jour et la nuit dans l'enceinte du cimetière. La nuit nous apparaît blafarde, faisant la part belle au contraste entre les nuances de noir, de gris et de blanc, sous une voûte céleste sans étoiles et des nappes de brumes inquiétantes. Si dans les premières minutes, on se fie aux sépultures de formes diverses, allant de la pierre tombale plate à la stèle plus imposante, en passant par les croix chrétiennes en fer forgé, on pourrait croire que nous avons affaire à un décor cliché presque parodique d'un film d'épouvante old school. À l'évidence, Michele Soavi renonce à toute velléité de réalisme pour assumer un parti pris atmosphérique, où il n'est pas question par exemple d'expliquer l'existence des bougies allumées et disséminées sur les tombes et les murets à des heures où le cimetière n'accueille plus aucun visiteur. La nuit est ici un espace-temps distinct, délimité, perméable aux mystères insondables, comme le prouve l'eau du bassin central reflétant le ciel noir. Ce n'est plus vraiment de l'eau limpide et fluide que l'on distingue à l'écran. Ce n'est plus cet élément vital, vivant, mouvant, c'est une flaque de nuit, c'est cette matière de ténèbres envahissant la terre autant que le ciel. D'ailleurs, impossible de distinguer ce qui se trouve au-delà des murs du cimetière, à croire que le reste du monde n'est qu'un vide sidéral, d'un noir vertigineusement opaque. Il faut attendre que le jour revienne, que le soleil réchauffe l'image, pour découvrir la végétation de ce coin de campagne italienne où le vert et le jaune reprennent leurs droits, notamment dans les allées bordées de haies élégamment taillées, et à l'arrière-plan, les longs pins majestueux et les collines verdoyantes des environs. Je suis venu arroser les fleurs de la tombe de votre père. Mon mari. Il est mort depuis combien de temps? 2 semaines. Ah, heureusement. Que dites-vous? Je voulais dire, je suis désolé. N'avez-vous aucun respect pour la douleur? Je sais ce que c'est, vous verrez. La douleur, avec le temps, s'estompe.
La nuit, le cimetière est un lieu propice aux beautés graphiques, à l'art jaillissant ex nihilo, sans qu'on ne saisisse véritablement qui en est le créateur. Si une reproduction de l'île des morts d'Harold Böcklin trône au milieu du bassin circulaire, c'est parce que le décor macabre tout entier est un écrin parfait, agencé à merveille pour accueillir les émotions romantiques de Francesco, son gardien. Quand celui-ci embrasse sa bien-aimée, la lune derrière eux semble disproportionnée, comme sortie d'un rêve gothique. Quand la jeune veuve fait l'amour avec le croque-mort en le chevauchant, la statue judicieusement placée derrière elle lui prête ses ailes pour lui donner l'allure d'un ange. Ange de l'amour ou ange de la mort, la question reste en suspens. Dans la journée, des chouettes font leur nid dans un arbre, des oisillons pointent leur bec hors d'un rosier, pour animer le lieu d'un semblant de vie. Des personnages truculents comme le maire du village ou Madame Chiaramondo, et les cérémonies plus souvent grotesques que tragiques, apportent un peu d'animation dans l'environnement de Francesco et Gnaghi, son assistant handicapé mental. Les deux hommes ne sont plus seuls face à la mort. Ils ont l'occasion d'interagir avec des vivants, mais pour Francesco, les vivants ne sont guère plus intéressants que les morts. Sa misanthropie et sa lassitude le poussent à mettre tout le monde dans le même sac, anciens vivants et futurs morts, jusqu'à ce qu'une rencontre le réveille enfin et le sorte de son apathie. Je n'ai jamais rien vu d'aussi excitant. Moi non plus. Conscient de par son métier et son environnement de travail de l'interpénétration entre les forces de l'attraction érotique et celle de la mort, Francesco ressent au fond de lui le besoin de croire encore en la vie, la vitalité, la vigueur, l'énergie créatrice, qui pourrait l'extirper de son humeur mortifère, où il n'est question que de corps morts ou en sursis, et par extrapolation d'impuissance physique. Et ça tombe bien, puisque la jeune veuve dont il tombe amoureux ressent elle aussi les charmes paradoxaux d'Eros et Thanatos en visitant l'ossuaire. Le lieu est mal entretenu, le sol est inondé et le plafond couvert de toiles d'araignée. Et pourtant, il provoque l'excitation sexuelle de la jeune femme, qui après avoir tenté de résister à sa pulsion, reviendra la nuit même pour consommer son amour avec Francesco. Mais hélas, cet amour s'avérera bien vite être un amour impossible pour le gardien, dont le deuil pénible va définitivement lui faire perdre espoir en le monde des vivants. Dès lors, se développe une porosité entre les ambiances diurnes et nocturnes, et le récit bascule quand la mort en personne, la grande faucheuse, apparaît en plein jour pour intimer à Francesco de changer de méthode et de tuer à présent les vivants au lieu d'attendre qu'ils ne deviennent des revenants. Plus désabusé que jamais, Della Morte répand alors la mort hors de l'enceinte du cimetière, dans un hôtel, un hôpital, sur la place du village. Où vas-tu? Tu n'as même pas compris la différence entre la vie et moi. Sortir du cimetière, s'éloigner de ce schéma lassant où il élimine les morts-vivants et s'ennuie le reste du temps dans son logement de fonction décrépit, cela pourrait peut-être offrir une chance à Francesco de découvrir de nouvelles émotions, un nouveau but existentiel. Et dans sa logique amorale, le gardien pourrait enfin croire qu'une perspective constructive se dégagera de ses actes violents et destructeurs. Mais c'est vraisemblablement peine perdue, puisque lorsque la nouvelle incarnation de son amour lui explique qu'elle ne compte plus se marier avec lui, qu'elle ne représente donc plus une promesse d'avenir et d'évasion pour lui, la caméra tourne autour de Francesco, ramenant impitoyablement le décor du cimetière devant nos yeux, en circonscrivant le protagoniste à l'intérieur de ce périmètre aux horizons condamnés, en même temps que la sentence de la jeune femme l'enferme dans cet état d'esprit désespéré. Outre l'opposition entre le jour et la nuit, la première partie du film repose également sur une opposition supposée entre l'intérieur et l'extérieur de la nécropole. Ainsi, quand Francesco et Gnaghi font une virée au village, le contexte devient trivial, pittoresque, adoptant l'humeur du maire roublard et exubérant, et la scène vire au comique potache quand Gnaghi, submergé par un sentiment amoureux, vomit sur la fille du notable. Le monde des vivants semble donc à des années-lumière de l'atmosphère macabre du cimetière et des préoccupations de son gardien. Pourtant, cette douceur de vivre italienne et cette impression d'ordre général n'est qu'une apparence trompeuse. Et en réalité, le désordre cosmique qui se manifeste dans le jardin des morts trahit également son œuvre croissante dans le bureau de la mairie où travaille Franco, l'un des rares amis de Francesco. Bureau encombré de dossiers, de monticules de paperasse, à l'instar du cimetière envahi par les feuilles mortes et traversé étrangement par le même vent, le même soupir fantomatique soufflant au-dessus des tombes. Tout ce travail, et ils ne m'ont pas augmenté pour autant. Dis-le au maire. Non, dis-le au maire, et puis quoi? Il fermera un cimetière. Adieu emploi, adieu logement. Je sais pas s'il y aurait des gens pour te croire. Ça m'est égal que tu ne me crois pas, Franco. C'est pas toi qui me paye. Moi, je te crois. Je te jure que je te crois.
Et tu as raison, qu'il te paie tes heures sup. Au frontispice du portail du cimetière, on peut lire la formule latine Resurrectoris, que l'on peut traduire par « pour ceux qui se relèveront de nouveau ». Si phénomène de résurrection il y a dans Della Morte Della More, cela tient davantage d'une zombification décérébrée et nihiliste que d'une revanche de la vie sur la mort. Les morts qui ne meurent pas totalement, les vivants qui ne vivent pas vraiment, sont l'œuvre du temps sournois et cruel, de mornes journées revenant sans cesse chasser l'espoir d'une existence nouvelle. Si les spectateurs et les spectatrices les moins pessimistes pourraient croire au début du récit que le cimetière est la chambre d'écho de la mélancolie de Francesco et qu'il peut échapper à son cafard cosmique en s'éloignant du lieu maudit, le nihilisme de la scène finale nous porte à croire que l'absurdité de son existence aura partout la même résonance, dans le petit monde du cimetière comme dans le petit monde qui se trouve au-delà. La mort, cette grande faucheuse. La mort infecte ce clown obscène. Les ailes de la mort qui, par surprise, jettent un voile funeste sur ta tombe. La mort qui naît quand la vie succombe. L'amour et la mort battent la mesure. Jusqu'au jour du jugement dernier. Voilà, j'espère que cet épisode vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir cette pépite du cinéma fantastique italien, dont Studio Canal vient justement d'éditer le Blu-ray dans la collection Make My Day, dans laquelle on retrouve bon nombre de trésors oubliés ou méconnus. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt!